48 heures pour décider du sort de 70% de l'or d'un pays, le Burkina Faso. 2 jours seulement pour choisir entre une dette de 5,6 milliards de dollars imposée depuis Washington et une dignité nationale qu'aucun calcul comptable ne peut mesurer. Au centre de ce compte à rebours, Ibrahim Traoré tient dans ses mains un télégramme secret et, derrière lui, c'est tout un continent qui se demande jusqu'où il osera dire non en son nom. Que vaut vraiment un gisement d'or quand c'est l'âme d'un peuple qu'on met aux enchères ? Ce récit promet bien plus qu'une simple chronique de tension entre un État africain et un bloc de puissance occidentale. Il dévoile les mécanismes précis qui transforment un ultimatum financier en épreuve existentielle pour une nation entière. Le véritable enjeu, celui qui conditionne chaque décision, tient dans 12 mots. Préserver la souveraineté sans précipiter l'effondrement économique annoncé. À travers cette perspective, l'histoire n'explique pas seulement ce que les acteurs ont fait, mais pourquoi chaque geste a redéfini la trajectoire du Burkina Faso. Un fil conducteur s'impose, comprendre comment un pays enclavé, dépendant de ses exportations aurifères, peut résister à une pression dont la force dépasse ses capacités apparentes. Cette question motive chaque pivot du récit et maintient la tension autour de la stratégie adoptée par ses dirigeants. Un micro-hook domine la section. Si un État considéré comme fragile parvient à transformer une injonction brutale en moteur de réorganisation intérieure, alors que deviennent les certitudes sur lesquelles repose l'ordre international. La révélation tombe en 2 phrases brèves. Un télégramme classé « Secret défense » exige que le Burkina Faso cède 170% de ses réserves d'or et le montant réclamé, 56 milliards de dollars, ne laisse aucune marge de négociation. Ces chiffres ne sont pas que des données financières, ils sont l'annonce d'un séisme politique dont la portée dépasse largement les frontières du pays. Lorsque Ibrahim Traoré reçoit ce document, scellé du sceau du G7, il comprend immédiatement que la confrontation ne se jouera pas sur les chaînes diplomatiques habituelles. En arrière-plan, plusieurs mois d'observations discrètes ont déjà attiré l'attention internationale. Des signaux géologiques détectés dans le nord du pays, recoupés par des images satellitaires françaises, laissaient présager l'existence d'un vaste gisement encore inexploré. L'information circulait dans des bases de données sécurisées, cryptées par des spécialistes coréens, et seuls quelques membres du gouvernement y avaient accès. Cette découverte constitue le véritable mini-reveal. Le Burkina Faso ne se contente plus d'extraire son or, il détient peut-être une ressource capable de modifier l'équilibre de toute la région. Dans les chancelleries occidentales, l'alerte se propage rapidement. À Washington comme à Paris, les évaluations stratégiques évoquent un partenaire devenu imprévisible. En l'espace de 48 heures, la situation se tend. Les marchés londoniens réagissent par une hausse soudaine des spéculations sur les métaux précieux, tandis que dans les rues de Ouagadougou, les conversations se concentrent sur l'injonction reçue et sur les risques d'un refus. La fracture ne concerne plus seulement les rapports économiques, mais la capacité d'un État africain à s'opposer ouvertement à un ensemble de puissances cherchant à préserver leur influence. À ce stade du récit, le décor est posé, un ultimatum à délai réduit, une découverte minière susceptible de bouleverser l'ordre régional et un dirigeant qui doit articuler sa décision entre survie économique et affirmation souveraine. Dans ce moment de tension maximale, un personnage s'impose comme fil conducteur, un capitaine devenu chef d'État qui doit guider son pays à travers une zone où chaque pas peut déclencher une riposte internationale. Ibrahim Traoré n'agit pas seul, mais sa présence structure les premières réponses de l'appareil d'État. Autour de lui, un cercle restreint de conseillers militaires, d'experts miniers et de techniciens du numérique s'emploie à convertir l'urgence en stratégie, en commençant par verrouiller tout ce qui pourrait compromettre la maîtrise des ressources nationales. Les premières heures provoquent alors des effets mesurables. Dans les centres miniers de l'Ouest, les équipes suspendent temporairement leurs opérations pour évaluer les risques d'ingérence étrangère. Dans les universités, des chercheurs spécialisés en économie des ressources tentent de modéliser l'impact potentiel d'un refus de payer la somme exigée. La dynamique interne change rapidement. Au sein de l'armée, la consigne est d'assurer la protection des infrastructures critiques, tandis que les ministères préparent des plans alternatifs pour maintenir les exportations essentielles.
Deux cas illustrent cette réorientation accélérée. D'une part, une équipe de géologues de terrain renforce la surveillance des zones aurifères, craignant des tentatives d'intrusion ou de sabotage. D'autre part, un groupe d'ingénieurs en cybersécurité met en place un protocole de coupure sélective afin de bloquer tout accès extérieur aux données minières stratégiques. Ces interventions ponctuelles deviennent les premiers signaux d'une résistance organisée, où chaque secteur cherche à limiter sa vulnérabilité. La question centrale qui en découle tient en une phrase courte. Comment un pays peut-il protéger ses actifs lorsqu'un ultimatum cherche à transformer sa richesse en levier de contrainte ? Tout commence par une décision fulgurante. À 6 heures du matin, les services de sécurité verrouillent les accès externes aux serveurs contenant les données minières. Aucune procédure longue, aucune consultation supplémentaire. Seulement un ordre bref, transmis par le canal interne, le plus sécurisé. À cette heure, les équipes techniques isolent physiquement plusieurs nœuds de communication afin d'empêcher toute extraction frauduleuse d'informations. Ce premier mouvement enclenche un changement immédiat de posture dans l'administration où la priorité devient la préservation totale de la souveraineté numérique. À 8 heures, l'état-major ordonne la fermeture des routes menant aux principales mines du pays. Des unités mobiles de protection sont envoyées sur place, appuyées par des drones de surveillance. Le message est clair, aucune présence étrangère ne sera tolérée aux abords des sites stratégiques. L'armée se déploie rapidement, saturant les points sensibles et multipliant les patrouilles. Les mouvements logistiques occidentaux, auparavant routiniers, sont désormais bloqués. À midi, les forces spéciales créées discrètement quelques mois plus tôt entrent en action. Elles établissent un cordon de sécurité autour des exploitations aurifères, sans emblème ni indication visible. Leurs instructions sont simples et sans ambiguïté. Empêcher toute tentative de prise de contrôle extérieure. La décision surprend les observateurs internationaux qui n'avaient pas anticipé une telle préparation en amont. À ce moment précis, la perception du Burkina Faso commence à changer. D'État vulnérable, il devient acteur capable d'initiative. En parallèle, les flux d'informations sont redirigés. Les plateformes occidentales qui supervisaient une partie du secteur minier perdent l'accès aux données locales. Les sociétés d'extraction ne parviennent plus à récupérer les rapports quotidiens, bloquant la remontée d'informations vers leurs sièges internationaux. L'effet domino se propage. Les analystes financiers constatent un manque brutal de visibilité sur le marché de l'or, générant des fluctuations inhabituelles sur les places de Londres et de New York. Le soir même, la télévision nationale interrompt sa programmation normale. Un signal noir apparaît durant quelques secondes, puis une retransmission en direct prend le relais. Face à la caméra, Ibrahim Traoré dévoile le télégramme qui exige la cession des réserves aurifères. Sa déclaration, concise et tenue d'une voix stable, provoque une onde de choc dans tout le pays. Dans les quartiers populaires, les radios rediffusent les extraits. Dans les marchés, les discussions s'animent autour du refus annoncé. Le capitaine insiste sur un point. La demande reçue n'est pas une proposition de négociation, mais une menace visant la dignité nationale. Quelques heures plus tard, les rues de Ouagadougou se transforment. Des groupes de jeunes peignent sur les murs des slogans appelant à la protection des ressources nationales. Des rassemblements improvisés se forment devant plusieurs ministères. Les messages circulent sur les réseaux panafricains, où l'on souligne la portée symbolique de la position burkinabé. Dans les capitales voisines, la réaction est rapide. Des conseillers militaires du Mali arrivent discrètement, suivis d'offres de soutien logistique venant du Niger et de la Guinée. La journée se conclut sur une certitude. L'ultimatum, conçu pour placer un pays sous pression, a déclenché une mobilisation régionale inattendue. La confrontation initialement économique devient le théâtre d'un repositionnement politique, où plusieurs États du Sahel perçoivent l'occasion de défendre collectivement leur souveraineté. La dynamique économique qui suit l'ultimatum se lit d'abord dans un contraste clair. Avant la rupture, l'exploitation aurifère générait environ 1-2 milliards de dollars nets, tandis qu'après les décisions de souveraineté, ce chiffre atteint 2,4 milliards en l'espace de 6 mois. Cette variation produit un signal fort. La disparition des commissions étrangères modifie radicalement la structure des revenus. Elle révèle surtout qu'un secteur présenté comme dépendant des investisseurs extérieurs
peut s'autosuffire si la situation monte en condition se reconfigurer pour servir directement l'économie nationale. Ce premier indicateur s'accompagne d'un recul technique. La production annuelle, estimée à 80 tonnes d'or, diminue d'environ 18% au cours des 3 mois suivant la nationalisation. Cette baisse, bien que notable, reflète une période d'adaptation inévitable après la réorganisation des chaînes d'exploitation. Elle montre également que la priorité ne se situe pas dans le volume immédiat extrait, mais dans le contrôle durable de la ressource stratégique. Sur le terrain monétaire, une autre transformation prend forme. En moins de 100 jours, 62% des paiements extérieurs échappent au dollar et basculent vers un système mixte combinant yuan numérique et BF Coin. Ce glissement indique une tentative de réduire la vulnérabilité aux fluctuations imposées par les circuits financiers occidentaux. Il illustre surtout la recherche d'un espace de manœuvre permettant d'assurer des transactions, même sous pression géopolitique. Parallèlement, plusieurs postes budgétaires connaissent une progression qui aide à comprendre l'effet réaliste de ces choix. Le budget destiné aux infrastructures augmente de 41%, signe d'une volonté d'élargir les capacités de mobilité interne. Les investissements agricoles progressent de 23%, traduisant un effort pour limiter la dépendance aux importations alimentaires. Les dépenses militaires s'élèvent de 27%, renforçant les dispositifs de protection des zones minières et les capacités de surveillance du territoire. Ces variations ne s'inscrivent pas dans une logique expansionniste, mais dans la mise en place d'un socle d'autonomie nécessaire pour gérer la transition. Le marché de l'emploi enregistre lui aussi un changement visible. Le chômage passe de 8,4% à 5,9% sur la même période d'ajustement. Cette évolution indique que la redistribution des revenus miniers favorise la création de postes dans les secteurs techniques, logistiques et administratifs liés à la nouvelle gouvernance du secteur aurifère. Elle témoigne également d'un effet indirect, l'implication des entreprises locales dans des activités autrefois confiées à des opérateurs étrangers. Ces chiffres, considérés ensemble, dessinent une tension majeure. D'un côté, les institutions internationales avaient anticipé un effondrement rapide, rupture d'approvisionnement, crise bancaire, incapacité à stabiliser la monnaie. De l'autre, les données récoltées au fil des mois pointent une résilience inattendue où certains indicateurs économiques s'améliorent malgré le recul des investissements extérieurs. Cette contradiction devient un élément central du débat. Le pays ne s'enrichit pas miraculeusement, mais il démontre qu'un modèle alternatif peut fonctionner, du moins sur une période initiale. Dans ce contexte, les observateurs se divisent. Certains avancent que ces résultats ne pourront se maintenir sans réintégration progressive dans les circuits économiques globaux. D'autres soulignent que la capacité d'un État à restructurer ses flux internes constitue en elle-même une preuve que l'autonomie n'est pas incompatible avec la stabilité. Les données disponibles ne tranchent pas définitivement, mais elles montrent qu'une rupture supposée destructrice peut produire des aménagements économiques mesurables et parfois favorables. Deux lectures majeures s'opposent pour interpréter la trajectoire empruntée par le Burkina Faso après le refus de céder ses réserves d'or. La première, défendue par une partie des analystes financiers, repose sur l'idée que toute rupture avec les institutions occidentales place mécaniquement le pays dans une zone de vulnérabilité structurelle. Selon eux, la baisse de 18% de la production aurifère constitue le signe d'un affaiblissement durable, et l'absence de capitaux étrangers risque d'entraîner un ralentissement profond des chaînes d'approvisionnement. Ils ajoutent que le recul temporaire des réserves de change accentue la fragilité du système bancaire, déjà soumis à des tensions anciennes. Dans ce cadre, la transition monétaire vers des instruments alternatifs est interprétée comme un pari risqué susceptible de perturber les échanges internationaux. La seconde lecture s'appuie au contraire sur les données collectées après la nationalisation. Les défenseurs de cette position rappellent que les revenus liés à l'exploitation aurifère ont doublé en 6 mois, malgré la baisse initiale du volume extrait. Ils soulignent également que la réorientation budgétaire, hausse de 41% pour les infrastructures et de 23% pour l'agriculture, favorise une reconstruction interne que les investisseurs extérieurs ne finançaient pas jusque-là.
À leurs yeux, le passage de 62% des paiements extérieurs hors du dollar reflète non une fuite, mais une adaptation technologique et géopolitique visant à réduire la dépendance. Ils mettent enfin en avant dans l'amélioration du marché de l'emploi, où le chômage descend à 5,9% au cœur même de la crise annoncée. La synthèse de ces deux approches exige un regard centré sur les faits. Les signaux d'alerte existent, la réduction de la production minière, les lenteurs logistiques et la pression sur les importations rappellent les limites d'un modèle encore en transition. Cependant, les indicateurs favorables révèlent que la rupture n'a pas provoqué l'effondrement prédit. Au contraire, les ajustements successifs montrent qu'un pays peut absorber un choc externe en redéfinissant ses priorités économiques. Ce constat ne valide ni l'un ni l'autre des scénarios extrêmes. Il établit simplement qu'un espace intermédiaire existe, où la stabilité dépend moins de l'approbation internationale que de la capacité à maintenir une cohérence interne. Un seuil vient d'être franchi. À ce stade, les effets visibles de la crise cèdent la place à une transformation plus profonde. Le Burkina Faso ne réagit plus aux pressions extérieures. Il impose désormais son propre rythme. Le midpoint reveal réside dans ce basculement subtil où l'État cesse d'être objet de contraintes pour devenir acteur de recalibrage régional. Lorsque les premières alliances s'organisent, Ibrahim Traoré apparaît aux côtés des dirigeants du Mali, du Niger et de la Guinée. Ce regroupement, encore informel dans ses structures, adopte une logique commune: sécuriser les ressources stratégiques, coordonner les réponses militaires et harmoniser les dispositifs de protection économique. Ce n'est plus une réaction dispersée, mais la naissance d'un front cohérent. L'effet de cette scène dépasse la symbolique. Plusieurs routes transfrontalières, autrefois vulnérables, passent sous contrôle conjoint. Des conseillers techniques s'échangent entre les États. Les services de renseignement du Sahel synchronisent leurs alertes sur les mouvements liés aux entreprises minières étrangères. Petit à petit, le rapport de force se redistribue. Le midpoint indique ainsi la nouvelle orientation du récit. La crise, conçue pour isoler un pays, vient d'ouvrir un espace où une région entière peut tester sa souveraineté collective. Les décisions prises dans les jours suivant l'ultimatum produisent des effets concrets qui se manifestent différemment selon les 4 sphères d'impact. Les nations du Sahel, NN, les entreprises nationales, ADN, les dynamiques sociétales, ND, et la région KV. Chaque groupe révèle une facette de la transformation enclenchée par la stratégie de résistance. D'abord, dans la région du Sahel, au sein du Sahel, l'attitude du Burkina Faso agit comme un catalyseur. Le Mali, le Niger et la Guinée établissent progressivement une coordination politique et sécuritaire qui s'apparente à une alliance régionale embryonnaire. Les conseillers militaires échangés renouvellent les protocoles de défense des mines et des voies logistiques sensibles. Des discussions s'ouvrent autour d'un marché commun de l'or, censé stabiliser les prix internes et réduire la dépendance aux acheteurs extérieurs. L'idée d'un espace économique alternatif gagne du terrain, portée par la conviction qu'une réponse collective diminue l'exposition de chaque pays face aux pressions extérieures. Ensuite, du côté des entreprises nationales, sur le terrain économique, l'effet est immédiat. Plusieurs sociétés minières locales, jusque-là bloquées par la concurrence internationale, voient s'ouvrir des possibilités inédites. L'État, encouragé par les signaux positifs, notamment le doublement des revenus aurifères en 6 mois, met en place des subventions ciblées pour développer des unités d'extraction nationale. La création d'une plateforme de commerce interne de l'or, utilisée pour maintenir 70% de la production à l'intérieur du pays, modifie la circulation du capital. Les revenus réinjectés alimentent l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, renforçant l'intégration des entreprises locales dans une logique de croissance soutenue. Par ailleurs, au niveau de la vie sociale, dans les villes, l'impact se lit dans les rues. Les étudiants multiplient les cercles de discussion autour de la souveraineté économique. Des groupes communautaires s'organisent pour promouvoir des initiatives agricoles et énergétiques décentralisées. La réduction du chômage de 8,4% à 5,9% alimente un sentiment d'agence collective. Les slogans peints sur les murs, les débats universitaires et les messages circulant sur les plateformes panafricaines montrent un changement d'état d'esprit.
Le refus n'est plus perçu comme un acte de provocation, mais comme une étape vers une identité politique renouvelée. De plus, sur le plan géopolitique régional, les répercussions régionales gagnent en intensité. À Paris comme à Washington, les analyses évoquent désormais une recomposition stratégique plutôt qu'une simple crise bilatérale. Les marchés occidentaux réagissent brusquement aux nouveaux flux monétaires, notamment au fait que 62% des paiements extérieurs échappent désormais au dollar. Dans le Sahel, la solidarité s'accroît autour d'Ibrahim Traoré, dont la posture, perçue comme téméraire au départ, devient le symbole d'un mouvement continental qui dépasse son pays. Ces quatre angles convergent vers une idée centrale. La résistance du Burkina Faso ne génère pas une série d'effets isolés, mais une réorganisation progressive des rapports d'influence où l'économie, la société et la géopolitique se recomposent autour d'un même pivot. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Chacune dépend d'un enchaînement de facteurs internes, cohésion politique, stabilité monétaire, solidité administrative et de variables externes difficiles à anticiper. La période qui s'ouvre n'est pas seulement celle de la consolidation, mais aussi celle des risques à accumuler. Dans l'hypothèse d'une continuité prudente, dans cette voie médiane, l'économie se stabilise autour d'un taux de croissance modeste, oscillant entre 3,5% et 4%. Les revenus issus de l'or, réorientés par la nationalisation, permettent de maintenir l'effort budgétaire engagé dans les infrastructures et l'agriculture. Le BF Coin, encore expérimental, parvient à conserver une valeur fonctionnelle grâce à l'appui d'un panier de garanties locales. Les relations avec les partenaires du Sahel se renforcent notamment par l'harmonisation des contrôles frontaliers et la coordination militaire autour des sites stratégiques. Le pays progresse sans rupture spectaculaire, mais avec une cohérence interne suffisante pour traverser la période critique. Dans la perspective la plus favorable, dans le cas où la coopération régionale s'intensifie, le Burkina Faso pourrait devenir le centre d'un espace économique émergent. Les investissements chinois et russes, concentrés sur les infrastructures énergétiques et minières, modernisent les capacités d'extraction et favorisent l'industrialisation locale. La mise en place d'un marché commun de l'or au sein du Sahel attire des entreprises africaines cherchant à s'émanciper des réseaux occidentaux. L'amélioration du climat social et la diminution du chômage renforcent la cohésion nationale. Ce scénario suppose qu'aucune pression extérieure majeure ne vienne renverser l'élan initial. Dans l'éventualité la plus difficile, si des sanctions sévères frappent le pays, restrictions bancaires, limitation des flux financiers, blocage de certaines importations, l'économie pourrait entrer en récession. Le BF Coin risquerait d'être rejeté par les acteurs internationaux, compliquant l'accès aux machines industrielles et aux matériaux essentiels. La contraction des liquidités affaiblirait les entreprises nationales, tandis que les tensions sociales augmenteraient sous l'effet d'une inflation importée. Si la pression extérieure s'intensifie et que la coordination régionale échoue, alors les fragilités internes pourraient se transformer en crise politique. Dans tous les cas, la trajectoire dépendra de la capacité des institutions à maintenir un équilibre entre ambition souveraine et adaptation pragmatique. La période à venir sera décisive, car chaque choix redessine la place du pays dans un ordre mondial en mutation. Les répercussions des choix opérés au Burkina Faso ne se limitent pas au tableau macroéconomique ni aux analyses géopolitiques. Elles se manifestent dans la vie quotidienne de 3 groupes distincts: les citoyens ordinaires, les travailleurs des secteurs clés et la diaspora africaine observant la situation depuis l'étranger. Chacun perçoit différemment la transformation en cours, mais tous en ressentent les vibrations. Pour les citoyens vivant dans les centres urbains, la crise a d'abord été synonyme d'incertitude. Pourtant, au fil des mois, l'apparition de nouveaux chantiers d'infrastructures, l'amélioration de certaines routes régionales et les projets énergétiques solaires renforcent l'idée d'un effort collectif. Les débats communautaires se multiplient, non par obligation politique, mais parce qu'une partie de la population cherche désormais à comprendre comment contribuer au mouvement en cours. L'enjeu n'est plus abstrait. Il concerne la manière dont un pays peut décider de son avenir sans attendre la validation de puissances extérieures. Pour les travailleurs, notamment ceux de l'agriculture, de la logistique et des services miniers, les effets sont plus immédiats.
Les programmes de financement étatique stimulent des emplois techniques dont la demande était jusque-là faible. Cette dynamique crée un sentiment d'utilité accrue qui se traduit par un engagement plus fort dans les initiatives locales. De petites coopératives émergent, cherchant à stabiliser les chaînes d'approvisionnement internes. Enfin, la diaspora africaine, étudiants, entrepreneurs, familles installées à Dakar, Bamako ou Abidjan, suit l'évolution du Burkina Faso avec une attention nouvelle. Beaucoup y voient un test grandeur nature. Démontrer qu'un pays, même enclavé, peut refuser une pression internationale directe sans sombrer immédiatement. Pour eux, le cas burkinabé représente un miroir, une occasion de repenser la place des économies africaines dans les structures mondiales. Pour accompagner ces dynamiques, deux gestes simples émergent: diffuser l'information vérifiée et renforcer les réseaux locaux de soutien économique. Ces actions, modestes en apparence, contribuent à consolider l'élan d'autonomie déjà perceptible sur le terrain. Pour consolider les acquis et traverser les mois critiques à venir, une feuille de route structurée émerge des orientations définies au sommet de l'État. Ibrahim Traoré en devient l'axe coordinateur, mais chaque étape repose sur des institutions capables d'exécuter des tâches précises et mesurables. L'objectif n'est pas de multiplier les réformes, mais de cibler les leviers essentiels pour garantir une stabilité durable. D'abord, stabiliser la gouvernance minière. 0,6 mois. Le ministère des Mines reprend entièrement la supervision des exploitations stratégiques. Les priorités sont la certification des volumes extraits, l'audit des chaînes logistiques et le contrôle permanent des accès numériques. Le succès se mesurera à la régularité des rapports mensuels et à la diminution des pertes non documentées. Ensuite, sécuriser l'énergie nationale, 0,12 mois, le gouvernement déploie le programme Sahel Power destiné à installer des unités solaires modulaires dans les régions déficitaires. Les agences locales d'énergie en assurent l'exécution, la performance se vérifie par l'augmentation progressive de la capacité installée et par la réduction des interruptions non planifiées. Par ailleurs, renforcer la coopération régionale, 3-12 mois, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les États voisins du Sahel synchronisent leurs dispositifs militaires et économiques. Des équipes mixtes se chargent de surveiller les frontières, tandis que des comités techniques préparent un marché commun de l'or. L'avancement se contrôle par la fréquence des patrouilles conjointes et le volume des échanges internes. De plus, consolider la justice économique, 6-12 mois. Le ministère de la Justice et celui des Finances travaillent à créer un mécanisme de redistribution visant les secteurs clés: agriculture, formation professionnelle et infrastructure. Les indicateurs de suivi portent sur la transparence des fonds, la participation des coopératives locales et l'impact sur l'emploi. Enfin, moderniser les infrastructures critiques. Continue. Les autorités locales coordonnent la rénovation des routes régionales et des centres logistiques. Les résultats s'évaluent selon les délais de livraison, la fluidité du transport et la réduction des coûts pour les entreprises nationales. En combinant discipline administrative, coopération régionale et investissement ciblé, cette loterie vise à transformer une résistance conjoncturelle en structure durable. Au moment où le récit s'approche de son terme, une image revient avec force, celle du cercle restreint qui, dans les premières heures, avait verrouillé les accès numériques, sécurisé les routes minières et organisé la protection des infrastructures critiques. Cette scène, presque silencieuse, reflète la genèse d'un mouvement qui dépasse désormais le cadre d'une réaction d'urgence. Ibrahim Traoré, au centre de cet instant initial, n'apparaît plus comme le chef d'un pays acculé, mais comme le nœud d'une volonté collective qui s'est affirmée au fil des mois. Ce retour au point de départ donne à l'ensemble du parcours une cohérence particulière. Les choix techniques, les décisions administratives, les alliances régionales, les ajustements économiques, tous semblent découler de ce premier geste où l'État avait décidé de reprendre la maîtrise de ses ressources. Aujourd'hui, cette détermination s'inscrit dans une mémoire partagée. Dans les rues, dans les institutions, dans les discussions quotidiennes, l'idée qu'un pays peut s'opposer à une pression extérieure n'est plus abstraction, mais expérience vécue. La phrase qui résume cette trajectoire tient en quelques mots: la souveraineté commence dans l'acte de tenir. À l'issue de ce parcours, le Burkina Faso ne se présente plus seulement comme un pays en résistance,
mais comme un espace où s'invente une autre manière de concevoir les rapports entre souveraineté, économie et solidarité régionale. L'expérience accumulée au cours des derniers mois montre qu'un État peut transformer une contrainte imposée en dynamique constructive lorsqu'il mobilise ses institutions, ses communautés et ses ressources locales. Les initiatives citoyennes, les alliances du Sahel et les réformes techniques démontrent qu'un pays, même enclavé, peut tracer un chemin qui lui appartient. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse désormais le seul cas burkinabé. La question essentielle porte sur la manière dont chaque société peut renforcer ses propres capacités d'action sans s'isoler, en misant sur la coopération équilibrée plutôt que sur la dépendance forcée. Les débats ouverts autour des ressources, de l'énergie ou de la justice économique constituent déjà des points d'ancrage pour réfléchir à des modèles plus autonomes. Reste une interrogation qui s'adresse à chacun. Comment imaginer un avenir où la dignité d'un peuple prime sur les mécanismes qui cherchent à la contraindre ?